Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensiez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons un ingénieur martiniquais, président de la MPI depuis 2 ans. Sa mission, être au service des entreprises et de l'industrie locale. Charles Larcher, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir aux équipes d'ATV, bonsoir à vous. Économie sous tension, entreprise sous pression, emploi fragile et défis à relever. Avec vous, nous allons tenter de comprendre ce qui se joue derrière les chiffres, ce qui fonctionne et ce qui bloque au développement de notre territoire. Mais avant, retraçons votre parcours. Vous êtes né à Paris 14e, le 5 juillet 1967. Vous avez 2 sœurs et un frère. Votre mère était infirmière, votre père postier. Vous avez grandi dans un petit village près de Rambouillet. Et si j'oserais dire, votre enfance ressemble presque à une scène de La Petite Maison dans la prairie, tant vous l'avez passée au plus près de la nature. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, près des fermes, de la forêt, des champs, tout à fait. À l'école, vous êtes studieux, déjà très intéressé par l'histoire et les sciences de la vie, mais votre rapport à la Martinique est encore assez lointain lorsque vous êtes enfant, puisqu'en fait, vous ne venez que tous les 4 ans à l'occasion des congés bonifiés de vos parents, même si vous avez toujours eu un lien avec la culture créole à la maison. Vos parents faisaient en sorte que vous connaissiez vos origines. Oui, tout à fait, puisqu'ils étaient aînés de famille, donc ils recevaient leurs frères et leurs sœurs, donc mes tantes, mes oncles. Et puis il y avait toujours le repas du week-end, toujours très, très antillais, très créole. Et la musique aussi. Et la musique, bien sûr, la musique antillaise, oui, tout à fait. À l'âge de 15 ans, vous suivez vos parents qui rentrent au pays à la suite d'une mutation professionnelle. Mais pour vous, c'est pas si évident que ça, de vous arracher à votre vie dans l'Hexagone et d'atterrir ici. Pas évident, parce qu'à l'âge de 15 ans, quelque part, on a beaucoup d'amis, de copains, de classe et tout. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je découvre la Martinique. Donc, un changement de vie total entre la vie que je pouvais vivre dans ce petit village près de Rambouillet et puis la vie donc, en Martinique. Vous intégrez le lycée de Trinité, qui à l'époque est le seul lycée qui n'est pas domicilié à Fort-de-France. Et vous qui êtes passionné d'histoire, vous avez la chance de vous retrouver dans la classe d'Armand Nicolas, qui d'ailleurs vous aura fait le plus beau des compliments. On veut savoir lequel. Oui, effectivement, lors d'une réunion aux parents-professeurs, il a dit à mes parents, quand j'arrive dans la classe, il y a 2 personnes qui connaissent l'histoire, votre fils et moi. Et c'est le plus beau compliment qu'un enseignant a eu l'occasion de me faire. Et ça vous a marqué ? Oui, ça m'a beaucoup marqué. Vous obtenez un bac scientifique à l'époque, vous envisagez la médecine, mais finalement ce sont des études d'ingénieur qui vous attirent. Vous repartez à Paris pour passer votre master et vous obtenez votre diplôme en industrie céréalière. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à l'époque à embrasser ces études et qu'est-ce qui vous anime autant justement dans cette proximité avec la production et en l'occurrence l'agroalimentaire ? Alors j'ai adoré mes 5 ans d'université. C'était vraiment pour moi très, très nourrissant. Le fait d'être ingénieur, pour moi, c'était la possibilité de passer du livre à la pratique, donc de faire des allers-retours, toujours dans le domaine des sciences. Et pour moi, c'était aussi être utile. Parce qu'être ingénieur, pour moi, c'est être utile au développement de la société, au progrès de la société, c'est important. En fait, c'est trouver des solutions, si on devait Exactement. résumer ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Une fois diplômé, vous vous envolez pour la Guadeloupe, où vous allez travailler 4 ans dans une usine de production de pain surgelé, puis vous rentrez en Martinique, et là vous intégrez GBH en 1994. Vous êtes directeur de production pendant 3 ans, puis directeur général des marques pour le groupe. Vous faites carrière depuis au sein du groupe. Vous n'avez jamais eu envie d'ailleurs, que ce soit pour une autre société ici en Martinique ou tout simplement de vous envoler ailleurs et de tester d'autres défis ? Alors c'est vrai que ce groupe magnifique, le groupe GBH, m'a offert la possibilité de faire carrière. J'ai la chance, effectivement, en étant aujourd'hui à la tête des Roms Clément, de pouvoir avoir différents domaines d'activité, de la production, du marketing, du commerce, de la finance, de travailler aussi avec la Caraïbe, avec 80 pays dans le monde. Donc finalement, je me réalise bien. Oui, je voyage. Vous voyagez tout de même. Tout à fait. Il y a 2 ans, vous êtes élu à la présidence de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, la MPI, une institution que vous connaissiez déjà bien puisque vous en avez été vice-président pendant une 20aine d'années. Parmi vos chantiers, la réforme de l'octroi de mer. Alors, on va rappeler à quoi sert cette taxe. Il s'agit donc d'une taxe qui est appliquée sur les produits que nous importons et qui est censée aussi protéger notre économie locale en étant reversée dans la caisse des collectivités locales. Elle est décriée par beaucoup, car certains accusent en fait l'octroi de mer de creuser les écarts de prix entre ce que nous achetons ici et les prix vendus dans l'Hexagone, et donc de contribuer à la problématique de la vie chère dont nous parlons énormément, et notamment depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes, m'avez-vous dit, pour le maintien de ce dispositif, mais pas dans sa forme actuellement appliquée.
Pourquoi ? Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est que l'octroi de mer est un dispositif qui compense les surcoûts que nous avons du fait de produire localement. Quand on est en outre-mer producteur, qu'on soit agriculteur, industriel, pêcheur ou artisan, nous avons des surcoûts qui sont reconnus à la fois par Bruxelles, par Paris et par la collectivité territoriale de Martinique. Et donc, des dispositifs dont l'octroi de mer, qui est sans doute celui qui est le plus puissant pour le développement de la production locale, ont été mis en place pour développer la production locale. Aujourd'hui, l'idée pour nous, bien sûr, c'est qu'on ait une compensation de surcoûts sur nos produits, les produits de l'industrie locale. Le dispositif ensuite doit être bien géré par les collectivités pour qu'on soit bien dans l'objectif de développer la production locale en priorité et ensuite d'assurer le financement des collectivités. En fait, ce que vous reprochez, c'est qu'aujourd'hui, cet argent donc, qui est collecté en fait, par notre collectivité n'est pas réinvesti justement dans l'industrie locale, si je me souviens bien. Ce qu'on souhaiterait au niveau des entreprises, c'est qu'il y ait plus d'argent fléché sur l'investissement et moins sur le fonctionnement. C'est-à-dire que cette collecte, finalement, est là aussi pour développer l'économie, le fait que les collectivités puissent investir sur une partie investissement, sur l'eau, par exemple, tout ce qui est réseau d'eau, tout ce qui est route, tout ce qui est établissement scolaire, recevant du public, c'est important pour nous que ce soit réinvesti cette forme-là et moins sur le fonctionnement. Et aujourd'hui, cette répartition est injuste. C'est-à-dire qu'elle bénéficie plus finalement à un espèce d'autofinancement de nos collectivités publiques que justement à vraiment supporter les surcoûts de notre industrie locale. Je pense en fait que la Martinique gagnerait à ce qu'il y ait plus d'argent fléché sur l'investissement. D'accord. Alors, en sachant aussi que nous importons aujourd'hui 80% de ce que nous consommons, ce qui nous éloigne aussi, là j'ai envie qu'on parle aussi des enjeux liés à la souveraineté alimentaire, car évidemment tout ça est lié, c'est-à-dire que l'octroi de mer se répercute aussi sur les denrées alimentaires que nous importons. Où en sommes-nous justement de ces fameux enjeux liés à la souveraineté alimentaire, vous en plus qui êtes spécialiste de l'agroalimentaire depuis 30 ans? Quelles sont les évolutions que vous avez constatées et quels sont les efforts qui restent à faire? Aujourd'hui, il faut qu'on développe la production locale pour produire plus localement en agriculture, au niveau de l'industrie, de l'artisanat et de la pêche. L'idée pour nous, au niveau de l'industrie, c'est quoi? C'est de développer, face à l'importation qui est très importante chez nous, de développer les industries locales, alimentaires notamment, pour arriver à satisfaire les besoins de notre population. Et pour que ça puisse se faire, il faut qu'on arrive à avoir un maintien des différents dispositifs qui aujourd'hui permettent aux entreprises que nous sommes, industrie, de rester compétitives par rapport à l'importation. Mais est-ce que nous avons aussi les surfaces agricoles pour le faire? Est-ce que nous avons la ressource en pêche nécessaire pour le faire? Au niveau des surfaces, nous avons les surfaces. Après, le défi pour l'agriculture, c'est de se structurer. La structuration de la partie agricole, notamment fruits et légumes, est capitale et stratégique pour qu'on puisse aller vers plus d'autosuffisance alimentaire au niveau des fruits et légumes. Sur la partie agro-transformation, parce que nous, les industriels, soit nous importons de la matière première, soit nous utilisons de la matière première locale. Pour qu'on puisse utiliser la matière première locale, il faut que la filière agricole soit structurée pour qu'on puisse récupérer les fruits et légumes, les transformer pour ensuite satisfaire les besoins des Martiniquais. Quid de la pollution au chlordécone, qui est aussi une vraie réalité pour notre agriculture? Alors, ça concerne effectivement surtout les légumes racines, et donc il faut effectivement cultiver ces légumes racines sur des terres non chlordéconées. Ensuite, sur toutes les plantes aériennes, là on a moins effectivement le problème, mais on est très vigilant à ce que, bien entendu, les matières premières qu'on utilise soient non chlordéconées. Vous parlez de structurer justement la filière agricole. Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Arriver effectivement à avoir une structure, et nous à MPI, on nous a sollicité pour ça, et nous on est prêts effectivement à apporter notre contribution pour aider à la structuration sur la partie donc aval, bien sûr, puisque nous sommes les utilisateurs des produits agricoles, et on a vraiment une volonté, on le sent cette volonté de la part des agriculteurs de structurer, et nous sommes à leur côté pour aider à cette structuration. Mais cela sous-entend aussi un changement de paradigme de nos façons de consommer. Oui, en fait, oui et non. D'un côté, on a quand même l'habitude de consommer des produits locaux. La difficulté après, c'est d'arriver à ce que les quantités dont on a besoin pour la nourriture des Martiniquais soient couvertes par la production locale. C'est notre défi. Nous, on pense que plus on structurera, plus on arrivera à satisfaire ses besoins. Plus on maintiendra les dispositifs, plus on arrivera à satisfaire ses besoins. On sait que nous, l'industrie, ces 20 dernières années, s'est développée en Martinique. On est vraiment dans un territoire en réindustrialisation. Contrairement au national qui a perdu des emplois, nous, on a gagné des emplois dans l'industrie. Donc, on croit vraiment au fait que si on se structure bien, on pourra développer effectivement la souveraineté industrielle et singulièrement alimentaire. Mais nous n'y sommes pas encore, si j'ai bien compris. Autre taxe qui inquiète les entrepreneurs martiniquais depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2026, la taxe carbone européenne. Donc son principe, taxer l'importation de matériaux de construction en fonction de leur empreinte carbone. Donc elle a été évidemment pensée pour protéger les entreprises européennes de la concurrence étrangère.
Sauf que pour nos entrepreneurs martiniquais, finalement, c'est une nouvelle peine qui s'ajoute. Oui, parce qu'en fait, c'est un dispositif pour les industriels européens. Il a été pensé pour ça, pour les protéger des produits venant des industriels autres que ceux de l'Europe. Le fait est que quand on a réfléchi au dispositif, l'Europe a réfléchi au dispositif, ils ont oublié les Outre-mer. Et donc, on se trouve pénalisé. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est l'exclusion des territoires d'Outre-mer du dispositif. Sachant aussi que nos entreprises sont déjà en grande difficulté. Selon les chiffres de l'IEDOM, 2354 liquidations ou redressements judiciaires de sociétés en grande difficulté à la fin de l'année 2024. Entre donc l'augmentation des matières premières, de l'énergie, du transport, les difficultés aussi de recrutement. Si je vous suis et qu'on part du principe que la stabilité économique et sociale de notre territoire dépend de l'industrie, on a l'impression qu'un avenir meilleur n'est vraiment pas pour tout de suite. On peut avoir un avenir meilleur si on co-construit. Aujourd'hui, quand on est industriel, on a besoin de visibilité. On investit dans des bâtiments pour 20 ans, dans des machines pour 10 ans, dans de la formation de nos collaborateurs pour qu'ils soient performants. On est face à des multinationales européennes, américaines qui sont nos compétiteurs. Il faut qu'on puisse co-construire avec la puissance publique, donc avec la collectivité territoriale Martinique, avec l'État. Et c'est ça le défi, c'est arriver à avoir une co-construction. Le BTP est un bon exemple. On a un BTP qui est en forte crise parce qu'il n'y a pas de co-construction. Il n'y a pas de visibilité pour les entreprises du BTP aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que cette dynamique-là n'existe pas? Que justement, on n'arrive pas à asseoir État, élus locaux et acteurs privés autour de la table? Alors qu'en plus, on est quand même sur un petit pays, des petits marchés. C'est un sujet de méthode. On se connaît, mais il faut se mettre autour de la table, de mettre une méthode pour arriver à sortir un projet. On a besoin vraiment, pour nous en tout cas, nous industriels, d'un schéma territorial de développement de l'industrie martiniquaise à 20 ans, à 30 ans. Et ainsi, on aura la possibilité d'avoir des investisseurs qui vont venir dans l'industrie et qui vont mettre en place des usines pour produire en Martinique, pour employer des Martiniquais et enrichir le territoire. Est-ce qu'on peut aussi envisager, j'imagine, peut-être se spécialiser dans des filières qui permettraient de créer de l'emploi non délocalisable? Si c'était le cas, dans quelle filière nous aurions une carte à jouer justement? Il est clair que l'alimentaire, c'est une carte à jouer pour la souveraineté alimentaire. On a toute la partie énergie, développer les énergies nouvelles. C'est un vrai défi d'avoir de l'énergie décarbonée. Arriver aussi à développer toute la partie déchets. Nous sommes une île, il faut qu'on gère mieux cette partie déchets. Et puis la partie effectivement BTP, construction, on a trop d'écoles. Trop d'écoles qui ne sont pas aujourd'hui aux normes antisismiques. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à avoir des bâtiments qui respectent toutes les contraintes aujourd'hui environnementales que nous impose aujourd'hui le XXIe siècle. Mais typiquement, vous parliez des énergies renouvelables. On peut dire que nous sommes quand même très en retard sur la question, alors que pourtant nous sommes sur une île, nous avons du solaire, nous avons du vent, nous avons la force de l'eau. Nous sommes en retard, mais on progresse. Il y a le GRES 3, le projet des éoliennes donc au nord de la Martinique. Donc on progresse, il faut qu'on continue à développer nos énergies renouvelables. Très important. L'étroitesse de notre marché donne lieu aussi à des aides particulières pour nos entreprises, du fait de leur spécificité, mais finalement peu d'entreprises y ont recours. Est-ce qu'il y a aussi un manque de transparence sur les dispositifs auxquels nos entreprises ont droit? Les dispositifs ne sont parfois trop complexes, notamment pour les TPE. Beaucoup trop complexes. TPE, on le rappelle, qui en plus constituent l'ensemble du tissu économique martiniquais. Dans nos industries, nous avons des TPE. Et on pense aujourd'hui qu'il faut vraiment simplifier les choses. On a des normes très contraignantes déjà, qu'il faut simplifier. Et on a un catalogue de normes. On a en plus des dispositifs qui sont trop complexes, trop difficiles. Et des chefs d'entreprise, parfois, n'y vont pas parce qu'ils savent que ça va prendre beaucoup de temps et que ça va leur faire des débours de trésorerie et préfèrent y aller sans faire appel aux aides. Or, quand on ne fait pas appel aux aides, derrière, on est moins compétitif. Et à ce moment-là, on a un prix de revient qui est plus élevé et on vend plus cher. Donc, quand on a les aides, ça nous permet de vendre moins cher et d'être plus compétitif. Il faut que les aides soient plus facilement accessibles aux chefs d'entreprise, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Des aides en plus qui, pour certaines, sont remises en question par l'État, puisque vous le disiez, c'est-à-dire que nous, ce qui est assez particulier, c'est que vous disiez que la Martinique se réindustrialise, là où dans l'Hexagone, on ferme des usines. Donc, est-ce à dire aussi que finalement, ces aides ne sont clairement pas pensées en fonction de notre spécificité territoriale et sont calquées sur ce qui se passe en France, mais qui n'est pas notre réalité martiniquaise? Alors, les aides sont plutôt assez bien adaptées, mais elles sont trop complexes. Et après, il faut que le dispositif soit maintenu. L'Europe aujourd'hui reconnaît les régions, on a des aides régionales, il faut que ces aides régionales ne soient pas remises en cause par l'État. Fin d'année dernière, pour le PLF, le plan de loi de finances, nous sommes battus, les industriels, pour préserver 2 dispositifs capitaux pour nous.
c'est beaucoup d'énergie dépensée pour défendre des dispositifs, alors que notre énergie devrait être à créer des emplois et créer de l'activité dans nos entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que nos politiques sont déconnectées de la réalité justement du monde de l'entreprise ? Non, ils sont pas déconnectés. Je pense qu'en tout cas, la rencontre aux chefs d'entreprise et politique doit se faire plus souvent. Et nous, vraiment, on milite pour cela. On ouvre plus souvent, parce que c'est aussi nous qui devons ouvrir plus souvent nos industries. Donc, on ouvre plus souvent nos usines. Vous multipliez les visites de terrain pour exactement, parler pour permettre des enjeux. Effectivement aux politiques de rencontrer les salariés de nos usines, comprendre les différentes problématiques que nous avons, voir les investissements importants que nous faisons dans nos usines, de telle sorte qu'après, ils puissent œuvrer pour que nos entreprises puissent continuer à développer le territoire. Autre sujet d'inquiétude qui finalement est un exemple assez symptomatique. Audici aurait décidé d'augmenter de 40% le coût de l'eau pour les entreprises de la CACEM, donc évidemment un surcoût absolument énorme. Cette décision a été prise sans concertation avec les acteurs concernés. C'est une décision unilatérale que nous regrettons. Donc nous sommes en ce moment en discussion avec eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas que le développement du territoire se fasse en opposant entreprises et pouvoir public. Il est très important qu'il y ait une coordination des dépenses. On a effectivement cette augmentation de 40% de l'eau qui n'est pas acceptable pour les entreprises. Ce n'est pas acceptable, 40% d'augmentation d'une dépense, alors qu'on sait qu'on a un problème de la vie chère. Et comment cette augmentation est justifiée ? Elle est disons-nous, imposée aux entreprises et peu justifiée. Et ça, là, pour nous, ce n'est pas possible. On a d'autres enjeux aussi. On a le versement, effectivement, pour mobilité, où nous sommes aujourd'hui à 2% de versement mobilité pour les entreprises aujourd'hui de plus de 11 salariés en Martinique. Il y a des réflexions pour augmenter jusqu'à 3% ce montant. Il faut que ce soit, et sur la forme et sur le fond, en concertation avec les entreprises. C'est très important qu'il y ait discussion au niveau des entreprises. Nous, on ne peut pas avoir des coûts sur le transport public, notamment pour nos collaborateurs, entre autres, qui finalement ont tous des voitures parce que le système de transport en commun n'est pas efficient. Donc il faut effectivement qu'on ait une discussion entre monde politique et monde économique sur les dépenses. Comment vous faire entendre ? C'est aussi en allant faire du lobbying à Paris Non, en discutant avec nos élus locaux et en leur disant c'est très important aujourd'hui, si on a des taxes plus importantes sur les entreprises, nous serons moins compétitifs. Ça détruit de l'emploi. Or, on sait aujourd'hui que le développement de la Martinique se frappe l'emploi privé. Oui, parce que ce que vous me disiez aussi lorsque nous avons préparé cette émission, c'est qu'il y a trop de personnes en inactivité aussi aujourd'hui en Martinique. Donc voilà, cette proportion de chômage très importante aussi déstabilise absolument tout le volet social aussi martiniquais. Oui, on a un niveau de pauvreté en Martinique qui est trop élevé, on a un taux de chômage trop élevé, donc il faut aujourd'hui qu'on arrive à développer l'économie, développer les entreprises pour développer des emplois qualifiés. Et il est très important que nos politiques aident à cela. Voilà. C'est par ce biais-là qu'on arrivera à donner du pouvoir d'achat aux Martiniquais. C'est ce à quoi nous croyons. En tant que président de la MPI, il vous faut évidemment défendre toutes les industries de l'île, mais vous êtes depuis très longtemps un fervent défenseur aussi de l'industrie du rhum. Vous avez d'ailleurs longtemps été président du Codérhum. La filière canne, rhum, sucre qui connaît elle aussi des remous depuis plusieurs années. En 2020, le gouvernement a fait passer une taxe sur les rhums avec un impact direct sur les prix de vente au motif de lutter contre l'alcoolisme. Une taxe directement reversée dans les caisses de la sécurité sociale. Nous sommes aujourd'hui, vous m'avez dit, à 8 millions d'euros par an prélevés directement dans le porte-monnaie du consommateur et 10% de volume en moins vendu depuis 5 ans. Le dossier du rhum revient très régulièrement sur le bureau de nos parlementaires au gré de propositions d'amendements. On a encore eu l'exemple il y a quelques jours. D'ailleurs, Victorin Lurel a été vent debout et finalement la proposition d'amendement a été retirée. Mais on sent que c'est une filière qui est quand même constamment, qui n'est jamais à l'abri en fait d'une nouvelle menace. Comment aussi vont les acteurs de la filière martiniquaise ? Alors c'est une filière exemplaire. Nous avons une filière aujourd'hui avec une partie agricole, une partie industrielle, une partie tourisme. C'est exemplaire. C'est une filière qui est AOC, c'est le seul rhum AOC au monde. Oui. C'est une filière qui emploie entre 3 000 et 5 000 personnes et qui a créé le concept du spiritourisme, donc du tourisme autour des savoir-faire et des produits. Il est clair que là encore, comme toutes les industries, on a besoin de stabilité. On ne peut pas avoir des taxations qui tombent sur les produits comme ça à chaque fois. Il faut amender, qu'on stabilise les choses et qu'on développe. Qu'on nous demande de développer l'emploi, nous on est prêts à cela. Mais il ne faut pas augmenter nos charges. Et c'est ce on conteste. On ne peut pas développer un territoire au niveau des entreprises si les charges, qu'elles soient liées à l'État ou à d'autres responsables, pénalisent les entreprises.
le développement des entreprises ne se fera que si on arrive à maîtriser les charges des entreprises. Les Remiers avaient proposé justement la création d'un fonds spécial pour aller dans le sens de cette politique de lutte aussi notamment contre l'alcoolisme. Votre proposition est restée lettre morte ? Disons que l'État a préféré tout envoyer, donc les 8 à 10 millions d'euros prélevés chaque année partent directement vers la sécurité sociale, alors que nous considérons aujourd'hui, nous ne sommes pas aujourd'hui des promoteurs d'une consommation forte de l'alcool sur notre territoire. 80% du rhum martiniquais part à l'extérieur. Donc on a vraiment la volonté, nous, de développer la filière et de développer la vente de rhum de Martinique dans les 100 pays dans le monde où le rhum martiniquais aujourd'hui est présent. Le rhum aussi qui fait face à l'augmentation d'une concurrence mondiale. Alors c'est vrai qu'on pense souvent à l'Amérique du Sud, mais maintenant il y a aussi l'Asie qui commence aussi à développer les spiritueux. Quelles sont les perspectives justement pour notre rhum AOC qui, pour l'instant, est aujourd'hui unique dans son processus de fabrication, mais est-ce que justement le marché commence vraiment à se tendre au niveau international ? Oui, c'est tendu. Le consommateur aujourd'hui, il veut ne pas avoir des prix trop élevés. Donc il est très important de maîtriser nos prix. Il faut vraiment avoir des prix corrects que le consommateur est prêt à accepter. Après, on peut valoriser et on doit valoriser notre excellence. Ce label AOC, c'est un label d'excellence. Nous avons, cette année, en 2026, nous fêtons les 30 ans de l'AOC Martinique. Donc on va les fêter. Et c'est vrai que c'est une possibilité d'augmenter la notoriété de nos rhums sur la scène mondiale. Et c'est ce que nous faisons régulièrement avec les agriculteurs et les industriels. Au vu de la crise que nous traversons actuellement avec les États-Unis et Donald Trump qui avait menacé d'appliquer 200% de droits de douane sur les vins et spiritueux français qui rentreraient sur son territoire, bon, il semble rétropédaler. Mais on peut se dire aussi que la menace n'est jamais très loin. Là, vous avez un œil aussi particulièrement attentif sur ce qui se passe chez nos voisins nord-américains ? Tout à fait, puisque le marché américain, pour notre entreprise, représente une part importante de notre exportation à l'extérieur. C'est le premier marché hors France, aujourd'hui pour nous. Il est clair qu'on regarde cela avec vigilance. Toujours la même chose, quand il y a une stabilité des choses, on peut construire sur l'avenir. C'est difficile quand vous avez des fluctuations de positionnement de M. Trump, de pouvoir construire une stratégie sur le territoire américain. En parlant de construction, justement, retour en Martinique, on le disait, parmi aussi les difficultés rencontrées par nos entreprises et notre industrie, l'épineuse question du recrutement. Aujourd'hui, vous multipliez aussi des actions auprès de l'Université des Antilles et peut-être d'autres structures de formation. Oui, nous avons des rapports réguliers avec le rectorat, nous avons des rapports réguliers avec l'université. L'idée pour nous, c'est d'arriver à co-construire les formations, à informer au plus possible les jeunes par rapport à leur orientation. Beaucoup de jeunes quittent parfois le territoire pour se former à l'extérieur, pensant qu'ici, ils n'auront pas la possibilité de suivre une formation ou de pouvoir intégrer des entreprises avec des emplois qualifiés et rémunérateurs. Mais j'allais vous poser la question, est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui en Martinique est aussi bien payé qu'un ingénieur qui travaille à Paris ou dans une autre région de France ? Tout à fait. Quand on compare des PME martiniquaises et des PME hexagonales, oui. On a une réalité aujourd'hui, c'est que si vous ne rémunérez pas correctement vos collaborateurs, ils ne viennent pas dans vos entreprises. Et donc on est en compétition aujourd'hui avec le digital, le numérique, on est en compétition aujourd'hui avec des entreprises de l'Europe entière. Donc on a des rémunérations qui correspondent à ce que nous pouvons faire en tant que PME. Maintenant, il faut que nos jeunes ne restent pas sur des préjugés en disant qu'il n'y a pas d'industrie qui pourra les rémunérer. Il faut qu'ils découvrent nos industries. Donc c'est pour ça qu'on les accueille au cours de stage. On est vraiment très ouvert à les accueillir pour les stages. On les accueille dans le cadre de l'alternance. On les accueille dans le cadre de visites ouvertes au niveau des usines. L'idée pour nous, c'est de leur présenter tous les métiers que nous proposer, de la production, du marketing, du commerce, de la finance, du contrôle de gestion, de la logistique, tous les métiers qu'on peut proposer dans une usine aujourd'hui en Martinique. Dans quelle filière finalement faudrait-il encourager des jeunes à s'investir ? Vous avez par exemple la logistique. Aujourd'hui, nous sommes une île, donc la logistique, c'est quelque chose de très important. Vous avez aussi toute la partie commerce. Toute la partie marketing, la partie contrôle de gestion. On est dans une période difficile aujourd'hui au niveau économique. Il faut contrôler ses charges, contrôle de gestion. Donc, vous voyez, il y a une palette aujourd'hui de métiers. Et après, vous avez des métiers spécialisés dans l'industrie. Par exemple, on a besoin de soudeurs très hautement qualifiés. On a besoin de directeurs de production, de directrices de production. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, aujourd'hui dans nos entreprises, ont de plus en plus des rôles importants. Elles sont fondatrices d'entreprises, elles sont directrices de production ou directrices commerciales. On a vraiment une palette de métiers à offrir aujourd'hui à notre jeunesse martiniquaise. Mais les formations existent ou existeront à moyen terme sur notre territoire ? Alors, nous avons développé, par exemple, avec le lycée de Versailles, des formations sur la maintenance industrielle, préventive, prédictive. On a effectivement aujourd'hui la possibilité aussi de prendre des jeunes qui ont fait des formations à l'extérieur, qui reviennent effectivement en Martinique. Vraiment, on veut ouvrir nos usines pour que nos jeunes connaissent la réalité de nos entreprises qui sont modernisées, qui sont propres,
qui ne sont pas bruyantes et qui ont des rémunérations attractives. Voilà. Et en prenant en compte, on l'a dit aussi, toute cette dimension transition énergétique à laquelle, de toute façon, nos entreprises ne vont pas pouvoir se soustraire. Oui, on a tout un engagement sociétal et environnemental de nos entreprises qui est très fort parce qu'on pense que le consommateur aujourd'hui, il veut consommer local, au bon prix et en respectant l'environnement. Vous êtes optimiste, vous qui faites ce métier depuis plus de 30 ans et qui justement accompagnez nos entreprises depuis plus de 30 ans, vous êtes optimiste pour la suite? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu inquiétantes ou en tout cas qui rendent difficile la tâche d'un chef d'entreprise. J'appartiens à un groupe, le groupe GBH, qui veut entreprendre en responsabilité. Notre logique, c'est celle-là. Être effectivement entreprenant, être positif, être dynamique pour arriver à ce que les choses bougent. Si on ne bouge pas les choses, si on ne regarde pas la réalité en face, on n'arrivera pas à avancer. Et nous, on aime à dire effectivement qu'aujourd'hui, il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on construise plus, il faut qu'on collabore plus pour arriver finalement à proposer au territoire une vraie politique de développement, singulièrement de l'industrie. Dernière question, Charles Larcher. Qu'est-ce que vous espérez réussir vraiment, plus que toute autre chose, à mettre en place durant votre mandat de président au sein de la MPI ? La souveraineté industrielle, développer la souveraineté de notre territoire, arriver à ce que notre territoire soit plus autonome sur l'alimentaire, sur l'énergie. C'est un gros défi, c'est un grand défi. J'ai travaillé en tant que président du Code des Rhum le spiritourisme. Et on a eu un développement, on a eu 6 acteurs qui sont arrivés sur le rhum, le métier du rhum en 10 ans. L'idée, c'est d'arriver à faire continuer le développement de l'industrie, continuer à développer des emplois qualifiés et à faire que nos jeunes trouvent localement des métiers intéressants. On le verra de notre vivant ? Oui, j'y crois. Bon, en tout cas, merci beaucoup Charles Larcher d'avoir accepté cette invitation et merci pour tous ces éclairages passionnants justement sur notre industrie locale. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès la semaine prochaine à la découverte d'un nouveau portrait.